nouvelle vidéo, toujours en ASMR, que j'ai hésité à faire en soft spoken ou en chuchoté. Donc il se peut qu'en fait je vous fasse un petit mix des deux, parce que là même encore maintenant je ne suis pas tout à fait décidée. Déjà je voudrais commencer la vidéo, pour ceux qui n'ont pas encore vu ma précédente vidéo, qui est juste là en dessous, vous présenter, vous renouveler mes vœux pour cette nouvelle année, vous souhaiter beaucoup de bonnes choses et j'espère que notamment l'année commence bien pour vous. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier, l'année ne fait que commencer, mais j'espère que bon, ces 12 premiers jours de cette année se passent bien pour vous. Voilà. Et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous ce que justement je vous avais parlé, ce dont je vous avais parlé lors de ma précédente vidéo sur les projets de mon année, puisqu'il y a certains projets qui vont vite démarrer et que je commence à préparer durant tout le mois de janvier avec pas mal de choses, et je vous avais dit que je ferais des vidéos exprès autour d'un des projets, notamment parce que ça va être un projet je dirais qui va être sur du moyen terme, enfin long terme, mais sur un quotidien à moyen terme. Et donc je pense que je vais faire peut-être plusieurs vidéos autour de ça pour que vous suiviez l'expérience en même temps que moi. Alors, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, je le rappelle, là j'ai une tête un peu fatiguée. Ne faites pas attention à mes lunettes qui, je le sais, sont de travers. Je dois aller les changer. C'est toujours compliqué de prendre rendez-vous chez un opticien, etc. etc. Donc, enfin, bref. Je précise pas ophtalmo, hein, opticien, mais maintenant les opticiens sont débordés, donc enfin bref, aparté. Donc ne faites pas attention à ma tête, faites abstraction de mes lunettes qui ne sont pas droites, elles sont juste là pour reposer mes yeux un peu fatigués en ce moment. Donc le sujet de ma vidéo du jour concerne donc un des projets que je vous ai parlé, que je vous ai expliqué, j'ai du mal avec mes phrases, que je vous ai expliqué sur ma précédente vidéo, sur mes projets et sur mes petites aventures qui vont m'arriver dans les prochaines semaines. Je vais vous parler d'une opération, et donc aujourd'hui la vidéo va uniquement tourner autour de la vidéo que je vais vous expliquer. J'avais donc réfléchi à vous l'expliquer en faisant un petit peu comme ça de la conversation, un sujet. Mais comme c'est une opération un petit peu particulière et assez lourde et assez technique, même en employant un vocabulaire simple, ludique, parce que pas besoin de rentrer dans des grands vocabulaires, je suis pas médecin donc ça sert à rien de répéter leur science, je me suis dit que ce serait plus marrant, plus ludique, plus sympa de vous les schématiser. Je me suis basée sur des vidéos pardon, qu'on trouve sur YouTube partout, et une vidéo où un médecin dessine, illustre des exemples de toutes les opérations qu'il peut faire, et j'ai trouvé ça très très bien fait. Alors si j'ai l'occasion, et si je ne l'oublie pas avant la fin de la vidéo, j'essaierai de vous l'ajouter. Alors je ne vais pas faire ça comme certaines le font, parce que moi j'arrive pas à rajouter le lien encore en vidéo, mais je vous le mettrai certainement en commentaire. Ce sont des liens où le titre s'appelle « Mon doc me croque ». Croque dans le sens croquis, bien sûr. Et il dessine justement différentes interventions, c'est très très bien fait. Donc je me suis dit, je vais pas vous dessiner mon intervention à venir parce que ça sert à rien. Des vidéos spécialisées le font très bien à ma place, mais je me suis donc inspirée de ces vidéos Mon doc me croque pour vous faire des petits dessins et vous faire des petits montages pour vous expliquer ce que je vais avoir. Voilà. Et donc, sans plus attendre et sans plus de suspense, je vais subir, entre guillemets le mot subir, une abdominoplastie. Alors, le mot abdominoplastie, comme son nom l'indique, prononce les abdos et donc le ventre. C'est une opération au niveau du ventre.
C'est une opération qui consiste en fait à retirer un surplus de peau, une large portion de peau abîmée et distendue, très étirée, qui se situe entre, alors le terme médical c'est l'ombilic, mais le terme basique c'est le nombril, qui se situe entre le nombril et le pubis. Donc c'est la partie bas-ventre, la partie inférieure en dessous de votre nombril. C'est une situation qui est provoquée suite à une ou plusieurs grossesses, ou alors du coup une perte de poids importante. On parle de plusieurs dizaines de kilos, d'accord. Par exemple, pour ceux qui ont fait un gros régime ou qui ont fait carrément une opération type sleeve, donc c'est-à-dire une ablation d'une partie de l'estomac, où on fait poser un anneau gastrique, etc. etc. Donc souvent ce sont des opérations qui sont mises en place pour les anciens obèses ou pour les mamans qui ont été abîmées. Moi par exemple, comme vous le savez, je vous raconte régulièrement dans mon petit quotidien que je suis une maman de 3 enfants, une petite puce qui va avoir 5 ans là d'ici la fin du mois déjà, et 2 garçons, des jumeaux que j'ai eus en juin 2019. Donc aujourd'hui ils ont 18 mois. Donc c'est parfait, sauf que forcément une grossesse ou plusieurs grossesses peuvent laisser des séquelles sur un corps. Je n'ai pas forcément pris énormément de poids durant mes grossesses, enfin, en tout cas c'est resté tout à fait raisonnable. À ma fille j'ai pris 18 kilos, pour ne pas dire une vingtaine, et à mes fils à peu près 22. Donc c'est tout à fait raisonnable. Par contre j'ai une peau, je l'ai compris trop tard par la suite, j'ai une peau assez fine et sensible, ce qui fait que à ma fille j'ai énormément eu de vergetures, ma peau a craqué. Alors je vous arrête tout de suite, j'ai pourtant mis tout ce qu'il fallait, toutes les crèmes, j'ai essayé toutes les marques spécifiques, Stella, etc. J'ai même mis de la Bee Oil que tout le monde vantait, qui est effectivement une très bonne huile, mais comme me dit mes médecins bien après, ils m'ont dit, vous savez, vous pouvez pas badigeonner le corps à longueur de journée si vous le souhaitez. Si votre peau doit craquer, elle craquera. Et c'est ce qui s'est passé, parce que je mettais de la crème le matin, je mettais de l'huile le soir, j'en mettais partout, sur le ventre, les cuisses, les fesses, les hanches, même les bras, toutes les zones. Pour celles qui ne sont pas mamans, oui, si je vous souhaite un jour d'avoir des enfants et si un jour vous tombez enceinte, oui, de ne pas oublier ce genre de zone-là. Il n'y a pas que le ventre, faites bien les cuisses, extérieures, intérieures, les hanches et les bras. En fait, toutes les zones où vous êtes susceptible de prendre du poids et de grossir, ce sont des zones, qu'on s'entende bien, ce ne sont pas des zones où vous grossissez en gras, ce sont des zones où vous allez gonfler, vous allez avoir de l'œdème. Un peu d'eau dans le corps, c'est pas bien méchant, une fois que vous accouchez ça s'en va, mais comme ça étire votre peau et qu'ensuite la peau va se retendre un peu distendre un peu comme un chewing-gum, elle risque de craquer si vous avez une peau fragile. Donc mettez-vous de la crème partout, ça dure que quelques mois, c'est pas bien grave, c'est un petit budget mais c'est pas grave. Enfin bref, voilà, petit conseil. Mais donc voilà, j'ai beau m'être badigeonné à longueur de journée de crème, de tout ce qu'il fallait, de mettre le prix dans des produits, ma peau a craqué. Les années se sont passées, mes vergetures se sont resserrées et ont blanchi, donc elles étaient moins visibles, donc je n'en étais pas forcément complexée, parce que moi j'ai plutôt une force de caractère où je me dis j'étais plutôt fière de porter mes vergetures, même si j'en ai vraiment eu pas mal sur le ventre, mais j'en étais pas complexée parce que je me disais j'ai porté la vie, j'ai eu ma fille, j'ai mis ma fille au monde, c'est pas comme si j'avais craqué parce que j'avais fait une crise de boulimie, que j'avais pris énormément de poids et que j'avais grossi pour des erreurs alimentaires. Attention, je dis ça, je ne suis pas du tout en train de faire un jugement pour ceux que ça arrive, bien au contraire. Parfois on fait des erreurs alimentaires
alimentaire, justement des crises de boulimie ou d'anorexie ou autre, et on fait des effets yo-yo parce que psychologiquement il y a un souci à régler. Donc le but ici c'est pas de juger, mais ici quand je vous dis ça c'est de constater que voilà, j'étais fière de mes vergetures, on va pas dire que je les assumais, enfin, si, comment dire, voilà, c'est pas que j'en étais fière, j'étais dégoûtée d'en avoir, mais je les assumais parce que je savais pourquoi je les avais, donc ça ne me dérangeait pas. En revanche, une fois que j'ai eu mes garçons, j'ai pas trop eu de vergetures. Ça pour le coup, ma fille avait fait le plus gros. Par contre, ça, après, ce qui est une situation normale avec une grossesse gémellaire, il y en a 2 dans le ventre, donc mon ventre c'est encore bien distendu. Il faut savoir aussi que, encore une fois, si vous n'êtes pas encore maman, etc., pas d'inquiétude, mais quand vous êtes enceinte, le bébé pousse en grossissant dans le placenta, il pousse tous vos organes. Donc les organes se font une place dans votre corps et poussent la peau. C'est comme un ballon de baudruche qu'on gonfle. Si vous remarquez, une fois que vous le dégonflez tout doucement sans le percer, il n'est plus au même résultat. Il n'est plus aussi ferme que neuf. Quand vous l'avez pris neuf, il est un peu plus distendu, un peu plus fasque, un peu plus mou. Moi c'est pareil. J'adore la comparaison. Bref, c'est pareil. Au début je m'en inquiétais pas trop parce que encore une fois je l'assumais parce que je me disais je viens d'accoucher et ma priorité c'était pas tout de suite de retrouver mon poids. Encore une fois, on dit souvent il faut 9 mois pour faire un bébé, 9 mois pour s'en défaire. C'est à la fois psychologique et à la fois physique. Il faut 9 mois entre guillemets pour presque 1 an pour retrouver vraiment son poids de forme, selon plus si vous allaitez ou pas, mais enfin, bref, il faut au moins une bonne année pour se retrouver psychologiquement, se retrouver physiquement, retrouver une certaine silhouette, une certaine mobilité, une souplesse, surtout si vous étiez sportif avant. Alors les athlètes de haut niveau n'attendent pas 1 an, ils s'y remettent tout de suite parce que c'était un entraînement quotidien, mais voilà. Mais presque donc 1 an et demi après, un an et demi après, j'ai fait attention à mon alimentation, donc je voyais que je perdais du poids, etc. J'ai repris du sport, donc je me raffermissais un peu de partout, sauf du ventre. Et un jour, comme ça, une soudaine envie, j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien sur un soir où voilà, ça m'a pris comme ça d'un coup d'un seul, je me suis dit tiens, je vais prendre rendez-vous avec un chirurgien de ma ville, de ma région, que donc j'ai rencontré, il y a eu à peu près 2 mois de délai, c'est plus ou moins ça. Bon. Enfin, lui en tout cas il était assez renommé dans ma ville, donc il était un petit peu plus long en délai. Donc je le rencontre, et en fait c'est là où je me suis pris un petit uppercut, c'est quand il m'a dit oui effectivement votre ventre est abîmé, vous avez ce qu'on appelle le fameux tablier, ce que je vais vous expliquer par la suite, votre peau est pendante, parce qu'il y a aussi une certaine réglementation pour alors à la fois être opéré et à la fois être prise en charge. Je vais vous expliquer tous ces détails là. Moi le but était d'être pris en charge, encore une fois j'y reviendrai, mais il m'a dit concrètement vous remplissez les critères d'une opération, oui je vous confirme que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, sport, alimentation, régime strict, tout ce que vous voulez, ça ne bougera plus. Là il y a la mâchoire qui tombe et les filles qui se coulent. Il me dit mais par contre vous ne pourrez pas être pris en charge, vous rentrez pas encore assez dans les critères. Limite je lui dis il aurait fallu que je prenne une dizaine de kilos de plus pour avoir un tablier plus long. Oui c'est pas faux. Donc là je l'ai eu mauvaise parce que je me suis dit attends, on est en train de m'expliquer que mon corps, pour les meilleures raisons du monde, ça va sans dire, est démoli. Avec toute la bonne volonté du monde et mes efforts, rien ne changera. Mais par contre, si je veux remédier à ça, je vais devoir sortir un billet de 5 000 € que je n'ai absolument pas. Soyons d'accord, je suis comme tout le monde, je suis une Française moyenne. Je ne peux pas du tout me permettre une intervention chirurgicale à mes frais. Donc quand je suis revenue du rendez-vous, où j'étais seule bien évidemment, parce qu'encore une fois, à cause du Covid, on ne peut pas être accompagné, je
je l'ai vraiment eu mauvaise, j'ai eu vraiment comme on dit, un coup de bambou, parce que je me suis dit, attends, j'ai dit à mon mari, attends, là je le vis mal, parce que on me confirme que mes efforts sont arrivés à leur limite, je ne pourrai plus rien faire de mieux pour moi, et concrètement, on ne peut rien faire pour moi non plus, sauf juste dépenser toutes mes économies de plusieurs années. Je l'ai vraiment mal, c'est pas une question de mal le prendre, c'est que je l'ai mal vécu, parce que je me suis dit, autant je peux assumer, autant je reste complexée. J'ai un souvenir de cet été où j'ai pu me permettre de partir quelques jours un peu en vacances. Et pour le coup, quand je vous dis que j'assume, c'est que je continue à porter par exemple des maillots de bain 2 pièces. Moi, je pars du principe que même si je suis un peu complexée, je pars du principe que je n'ai pas à être gênée. Je n'ai pas à me gêner pour les autres. Si les autres sont gênés de me voir porter un maillot de bain 2 pièces et de voir l'état de mon ventre, bah ils tournent la tête, ils regardent ailleurs. Je vois pas où est le problème. Et si le monde était peuplé de top modèles et de dieux grecs, ça se ferait, je pense. Donc, que d'abord chacun se regarde dans un miroir avant de juger et critiquer les autres. Et en plus, regarder les gens avec insistance, je le rappelle, c'est mal poli, c'est mal élevé. Donc, à partir de là, il y a un petit niveau d'éducation à revoir pour les personnes qui font ça. Donc, c'est pas moi qui dois être gênée, c'est eux. Enfin, ça, c'est mon caractère qui me fait dire ça. Mais donc, je me mettais en maillot de bain 2 pièces, je sentais les regards sur moi, mais j'ai décidé de pas m'en préoccuper parce que quand j'étais en maillot de bain, j'étais forcément avec mes enfants. Donc, je me disais, une personne intelligente qui me regarde avec un petit peu trop d'insistance, donc déjà, au-delà d'être impoli, doit se dire, si il me suit de loin, il doit me regarder, il doit me voir ensuite me rapprocher de mes enfants, il doit se dire, ah oui, une grande, des jumeaux, bon, ok. Donc même si je n'ai pas à justifier ni expliquer mon corps, quand ils auront compris le pourquoi du comment, ils vont entre guillemets me foutre la paix, arrêter de me regarder parce qu'ils se sont dit ah oui d'accord. Et même si encore une fois mes enfants n'étaient pas là et si voilà pour X raison mon corps était devenu comme ça pour une autre raison, ça ne les regarde pas, on est bien d'accord. Mais je l'assumais parce que je savais pourquoi, la preuve vivante était à côté de moi, donc je m'en foutais. Mais je sentais quand même les regards sur moi. Mais comme je vous l'expliquais, à l'époque, j'étais pas trop gênée parce que j'étais seulement en plus en train de reprendre du sport, me reprendre un petit peu en main, presque un an après mon accouchement. Donc je le vivais bien, ça me dérangeait pas. Mais du coup, je vous parle de cette anecdote de quand j'étais en maillot de bain parce que du coup, c'est ce souvenir-là qui n'arrêtait pas de me revenir en mémoire, en tête, après ma visite avec le chirurgien. Parce que là, tout m'est revenu, les regards qu'on portait sur moi. Et vous savez, c'était pas avec un petit sourire, c'était vraiment un regard gênant, un regard un peu insistant. Et le genre de regard qui vous complexe, qui, même quand vous ne l'êtes pas, vous le font devenir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, la réponse du chirurgien, plus ce souvenir qui est venu un peu comme un flash, pendant plusieurs jours, je me suis sentie mal. J'en pleurais parce que je me disais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je me suis même renseignée pour faire l'intervention en Tunisie. Il faut dire ce qui est, ils sont quand même très forts pour ça, c'est qu'une même opération, vous la payez 50% moins cher. Et puis c'est pas parce que c'est en Tunisie que c'est forcément moins bien fait. Je m'étais renseignée sur une clinique de renom qu'on mentionne très régulièrement sur les réseaux sociaux et sur YouTube et qui m'avait l'air très compétente. Mais encore une fois, même à 50%, c'est à 50% moins cher, ça restait quand même une intervention coûteuse et importante. Plus le Covid, parce que, petite précision, le premier chirurgien que j'ai vu m'a dit, vous savez, en plus, là, de toute façon, avec les restrictions Covid, les hôpitaux sont en plan blanc. Donc, toutes les opérations qui ont, par exemple, été reportées lors du premier confinement vont seulement avoir lieu maintenant. Donc, il faudra au moins compter 18 mois.
c'est pas forcément le délai d'attente qui me choque, parce que bien évidemment, priorité aux opérations pour les cancers, les maladies et les soins dus au Covid, bien évidemment, je suis pas idiote. Donc si on m'avait dit oui, ok, pas de souci, on le fait, prise en charge, tout ça, mais attendre 18 mois, pas de souci, j'aurais attendu. Sauf que moi j'avais en plus une contrainte, c'est que attendre c'est pas un problème, mais moi j'ai une contrainte professionnelle puisque je travaille dans l'événementiel, pour l'instant on est en pause, je travaille dans l'événementiel, je porte du lourd, je porte du mobilier, j'ai des journées, quand on est en clientèle, on a des journées intenses, des grosses journées où on bouge beaucoup, et mon travail est saisonnier, donc moi je ne peux pas me permettre d'être hospitalisée et alitée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pendant la période où je suis censée travailler. C'est déjà une période très compliquée pour nous qui sommes dans l'événementiel avec le Covid, où on est forcé d'être au chômage technique, où on doit se débattre comme des diables pour garder à flot notre société, pour garder la tête hors de l'eau et essayer de se projeter dans une année commerciale et économique. Donc si en plus de moi-même je me stoppe ou je force mon mari à devoir se débrouiller tout seul parce que je me fais opérer, c'est pas possible. Médicaux, il ne faut pas rester avec qu'un seul avis. Donc j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec un de ses confrères, même clinique, même bureau, c'est exactement le même bureau, avec un de ses confrères. J'ai eu de la chance, il y avait de la place 10 jours plus tard. Toujours par Doctolib, ça c'est top. Impeccable, je vais le voir. Alors, je vous précise en plus les rendez-vous médicaux, enfin moi personnellement ça durait 10-15 minutes, diagnostic inclus, hein. C'est très très court. Donc là je rencontre un de ses collègues, au premier chirurgien, très sympathique. Je lui explique la même chose, le pourquoi du comment je veux faire tout ça. Il me dit ok, donc pareil, hein, il vous ausculte. Alors je vous rassure, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés pour faire ce genre d'opération et vous êtes un peu pudique, rassurez-vous, vous ne devez pas vous mettre tout nu ou en sous-vêtements devant le chirurgien. Enfin après je pense que ça dépend des chirurgiens, mais moi par 2 fois je me suis restée habillée, j'ai simplement ouvert mon pantalon, baissé un tout petit peu au niveau des hanches, il a légèrement un peu baissé ma culotte pour voir parce que forcément ça se passe surtout au niveau du pubis pour la longueur du tablier, mais c'est tout, c'est fait de manière très protocolaire, il n'y a aucun problème. Et puis c'est leur métier surtout. Et donc là il me diagnostique. Je sais pas si c'est ce que je veux dire, pardon. Mais en tout cas, il a fait une démarche que le premier médecin n'avait pas fait. C'est-à-dire que il m'a dit, donc voilà, je me permets. Il a pris il a fermé son poing et il a appuyé son poing contre l'os de mon pubis. Donc il dit, je me permets, parce qu'il dit là où vous sentez mon poing, c'est votre pubis, c'est votre os. Et le critère, effectivement, c'est que ce qu'on appelle le tablier, c'est-à-dire la peau qui tombe, est censé recouvrir au moins la moitié de votre pubis. D'accord. Et là, il me dit, mon confrère vous a dit que vous ne pourriez pas être pris en charge. Je dis non, parce que pour lui, mon tablier n'était pas assez tombant. Et là, il appuie un peu plus, il dit, vous sentez mon poing là? J'ai oui. Il me dit, votre ventre tombe dessus. Donc pour moi, vous remplissez le critère. Donc je le trouve un petit peu sévère. Ok. Il me demande de me rhabiller, on se rassoit, il me remplit. Donc il dit, si, pour moi, vous pouvez être pris en charge. Alors ce qu'on appelle pris en charge, dans le jargon du coup médical que j'apprends au fur et à mesure, ce qu'on appelle un PEC, prise en charge. Il y a, alors je vais peser mes mots parce que je viens d'apprendre qu'apparemment c'est pas forcément le cas, il y a au moins 2 C, c'est-à-dire un indice de masse corporelle calculé en fonction de votre poids et de votre taille. Ça vous pouvez le calculer sur internet si vous ne le savez pas, c'est très facile. Vous devez être en dessous de 30. En tout cas pour mon cas à moi, je devais être en dessous de 30. Si vous êtes à 30,2 ou voilà, vous perdez, vous faites 1 ou 2 jours de régime, vous allez aux toilettes ou je dis une bêtise, mais c'est 3 fois rien à perdre, hein. C'est l'équivalent de 500 grammes ou 1 kilo, donc ça se perd très vite. Et puis même à part, et donc attendez, je reprends le fil de ma conversation, donc c'est pas bien grave. Et dans mon cas, donc je devais être en dessous de 30. Par contre, pour faire juste l'aparté, je me suis inscrite sur un groupe Facebook pour
ceux qui ont subi ou qui vont subir ou sont en train de subir une opération sur l'abdominoplastie. Et apparemment, je viens de découvrir pas plus tard que ce matin que certains ont été pris en charge avec un IMC à 34, parfois même à 40. Donc en fait, tout dépend de votre cas, de votre situation, de pourquoi vous devez avoir ce genre d'intervention. Donc moi, ce que je vous explique là, encore une fois, c'est pour mon propre cas. Si vous avez envie d'avoir ce genre d'intervention et savoir si vous voulez être pris en charge, par contre, c'est uniquement votre chirurgien qui peut vous l'indiquer. Ce sera ni votre médecin généraliste, ni un infirmier, ni un pharmacien. C'est un chirurgien. Vous devez consulter un chirurgien esthétique qui vous dira oui ou non une opération est nécessaire pour vous, si oui ça peut être pris en charge. Et alors dans certains cas apparemment c'est le chirurgien directement qui envoie la demande auprès de la sécurité sociale pour une prise en charge. Moi dans mon propre cas c'est moi qui ai dû faire le nécessaire auprès de la sécurité sociale, donc j'ai dû simplement envoyer une copie de la feuille de soins. Je précise bien sur une copie, gardez bien un exemplaire pour vous. Parce que moi j'ai tellement eu des déboires avec la sécurité sociale dans les documents que maintenant je me méfie de tout, je garde tout en double. Vous devez donc, soit c'est vous, soit c'est le chirurgien, vous envoyez une copie de la feuille de soins donnée par le chirurgien que vous envoyez à votre sécurité sociale de votre région, avec un petit courrier argumenté et des photos. Photos de face, photos de profil de vous et de votre ventre, etc. Et vous allez recevoir un appel ou une demande de convocation d'un médecin conseil. Donc encore une fois, là en ce moment avec la période Covid, moi j'ai eu un appel. Ça s'est passé très très vite. Moins d'une semaine après mon rendez-vous avec le chirurgien, pour gagner du temps, j'avais été déposer mon courrier directement, mon courrier à la sécurité sociale de ma ville. J'ai pas voulu l'envoyer par la poste pour éviter les délais d'envoi. Et effectivement, c'est allé très vite parce que quelques jours après, un médecin conseil, une femme m'a contacté par rapport à ma demande, m'a posé quelques questions que le chirurgien m'avait déjà demandé. On a discuté un tout petit peu et après à la fin m'a dit écoutez, pour moi je n'y vois aucun inconvénient, vous pouvez être prise en charge, on prend en charge votre opération. Donc j'ai été très très émue de me dire qu'en fait j'ai bien fait d'insister parce que le deuxième chirurgien m'a confirmé que je rentrais dans les clous, dans les critères, que je pouvais être prise en charge, il m'a fait ma feuille de soins. Ça a été validé par le médecin conseil de la sécurité sociale très très vite. Et je lui ai même dit, écoutez, vous me faites un beau cadeau de Noël parce que l'appel s'est fait la semaine de Noël, quelques jours avant. J'ai dit, écoutez, vous me faites un beau cadeau de Noël avant là. J'étais très très émue, j'en ai même pleuré un petit peu d'émotion. Et justement, donc quand j'avais été voir le chirurgien et que je lui parlais des délais, je lui ai dit, bon apparemment par contre ça va prendre du temps. Il m'a dit, non, c'est bon. L'opération plan blanc, en tout cas par chez nous, les plans blancs sur les hôpitaux ont été stoppés, donc tout est revenu à la normale. Donc je vous parle de ça, donc c'était en décembre. Pour la faire courte, le temps d'avoir donc eu le retour de la sécurité sociale, de reprendre rendez-vous avec le chirurgien, là cette fois-ci comme c'était en deuxième consultation, ça a été très très vite. Le temps de le revoir et programmer tout ça. Bon, il y avait les vacances de fin d'année, il m'a dit écoutez, selon mon planning, expliquez. Maintenant, je vais vous expliquer la partie technique en illustré. Je sais que j'ai pris pas mal de temps à vous expliquer tout ça, mais c'est vraiment pour vous expliquer que moi, je vous parle de mon propre cas et que chaque cas est bien évidemment, comme à chaque fois, est différent. Selon le médecin que vous voyez, il va vous expliquer des choses différentes. Vous voyez, moi-même, dans une même ville, même bureau, même... rien qui a changé, j'ai eu 2 médecins différents. En 10 jours d'écart, j'ai eu 2 versions différentes. Donc, vous voyez comme quoi, si vous-même vous avez un premier avis qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à demander un deuxième avis médical. C'est pas que de considérer que le premier médecin n'est pas compétent, bien au contraire, c'est ce que j'ai moi-même précisé, c'est que vous voulez être sûr de l'avis. Et comme quoi, voilà. Donc, un peu moins de blabla, mais en tout cas... Alors, je tapote sur ça, on s'en fout. C'est juste un
je vais le tenir un peu comme un tableau. Et je vais vous présenter les petits croquis que j'ai préparés pour vous expliquer un peu en détail ce qui va m'arriver. Alors pareil, si vous êtes un peu curieux et que vous n'êtes pas trop sensible, je vous invite à aller voir une vidéo que je pense pas que je pourrais mettre en lien sur YouTube parce que le contenu est un peu gore, c'est-à-dire qu'on voit le contenu d'une opération mais que je trouve pour autant très très bien fait. Parce qu'on voit une opération directe avec le commentaire du chirurgien. Alors bien évidemment elle l'a fait en accéléré, elle dure à peu près une douzaine de minutes, mais elle le fait en accéléré, mais elle est expliquée en même temps, et elle est très bien expliquée, très bien faite, donc on comprend bien la manière réelle et véritable de ce qui se passe. Mais elle est gore, donc pour ceux qui n'aiment pas la vue du sang, la vue du scalpel, etc., forcément vous n'allez pas aimer. Et alors même si mes contenus, forcément, dans mes contenus YouTube, je précise bien que les vidéos ne sont pas forcément adaptées aux enfants, non pas qu'il y a de la violence ou autre, mais parce qu'il y a forcément parfois pas du vocabulaire très approprié pour les enfants, ou ce ne sont pas des sujets pour des enfants. Voilà, là le contenu, il ne faudra pas le montrer aux enfants, forcément, parce que ça va être pour un public averti, on va dire. Donc je pense pas que je pourrais vous la préciser. En revanche, je vous invite à aller voir Opération Abdominoplastie. En général, elle apparaît dans les 3 premières et elle est très très bien faite. Enfin voilà. Donc, pour démarrer, alors, je vous ai fait alors des petits dessins. Alors attendez, parce que du coup, je sais pas si c'est bien cadré. Je vais essayer de bouger un tout petit peu. Voilà. Je vais essayer de faire comme ça un petit peu. Pardon si ça bouge un petit peu. Voilà. C'est pour avoir un meilleur effet. En fait, est-ce que ça vaut le coup que je garde mon support? Je pense pas. Du coup, je vous ai fait une espèce de petit croquis. Je suis pas très douée en dessin, pardon, mais faut pas vous leurrer, je ne vous aurais pas montré des photos de mon corps. Non, 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 non. Donc j'ai préféré faire un dessin. En tout cas, ce corps n'est pas forcément le mien. C'est ce qui correspond à tous les formats, je dirais, classiques de patients en besoin d'une abdominoplastie. D'accord? Donc vous l'aurez reconnu, il y a le corps féminin. Je vais me servir de ça. Donc vous avez le corps féminin, donc la poitrine, les hanches, enfin la taille ici, les hanches, donc ici des hanches, ce qu'on appelle un peu flottantes, les cuisses, ici le pubis. Et alors, je vous ai représenté donc de face et à chaque fois de profil. Vous voyez bien en fait l'effet. Les traits ici représentant ce qu'on appelle le fameux tablier, donc le surplus de peau tombant qu'on retrouve ici. Donc de profil, ça fait vraiment ça, hein, un ventre tombant avec des plis. Voilà, ici c'est la marque entre les fesses et la cuisse. Et les petits traits qui ressemblent à des confettis, ce sont des vergetures. Bon, je ne vais pas vous cacher que là, c'est ce qui se rapproche le plus de mon propre corps, forcément. Mais encore une fois, c'est ce qui ressemble beaucoup. Et les cuisses un peu plus larges quand même, hein, et les hanches plus flottantes. Mais voilà, c'est plus ou moins le corps caractéristique, le corps type d'un besoin, enfin le corps moyen d'un besoin d'abdominoplastie. Parfois les courbes seront beaucoup plus grosses, parfois beaucoup moins. Là le ventre, vous voyez, on remarque bien qu'il est tombant. Il y en a, ça va être plat sur le côté haut de l'ombilic, c'est-à-dire du nombril, et plus moins rebondant au niveau du ventre. D'accord? Alors je suis désolée, je vais essayer de mieux tenir la feuille et de vous l'expliquer en même temps. Alors, il faut que je me concentre bien dans tout ce qu'il peut y avoir. Oups, pardon. Là, pour vous parler un petit peu de ma propre étape,
je suis à l'étape préparatoire de mon opération, c'est-à-dire que là, je dois aller passer un scanner pour déjà voir si je n'ai pas de hernie au niveau du nombril. C'est-à-dire que même s'il y en a une, c'est pas grave, ils vont s'en occuper pendant mon opération, mais c'est histoire de ne pas avoir une mauvaise surprise et de pouvoir gérer ça en même temps. Et je dois surtout aller constater si je n'ai pas un diastasis. Qu'est-ce que c'est? C'est un terme technique, encore une fois c'est barbare, que je vais vous expliquer. Alors, autant vous dire que moi, vu ma veine, enfin, c'est pas une question de veine, mais vu les grossesses que j'ai eues, que j'ai subies, surtout en fait c'est la gemellaire, je pense en avoir un. Je vous explique. Voici ce que j'ai préparé. Donc, moi je représente les petits croquis comme ça. Tac. Je vais quand même prendre mon support qui va un peu m'aider. Ah. Un diastasis, qu'est-ce que c'est? Quand la feuille ne tombe pas. En fait, un diastasis, ça veut dire un écartement des muscles. Des muscles abdominaux. Voilà, pardon, je cherchais le terme. Donc là, alors, vous voyez peut-être en gros plan, ça serait peut-être mieux comme ça. Donc là, vous voyez en fait, ici, ce sont la partie en bleu, que moi j'ai dessiné en bleu. Ce sont les muscles. Là, ici, bon, bah voilà, ce sont les vaisseaux, la paroi, etc. Et là, le petit point, le nombril. Un diastasis, c'est tout simplement un écartement des abdominaux qui ont, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui ont été poussés durant une grossesse. Hein, les organes ont été un petit peu étirés, poussés. Et donc, le bébé grandissant dans l'utérus a bougé un peu tout ça et a bougé les muscles abdominaux. Donc, a créé un écart ici au milieu, ce qu'on appelle les grands droits. Vous savez, quand vous faites du sport et qu'on vous dit « Allez, on pense au gros droit, en grand droit, on serre », eh bien c'est ça. Ce qui fait que ça a écarté, ça a sensibilisé vos muscles et ça élargit légèrement votre taille. Voilà. Parce qu'en principe, vos abdominaux, en tout cas votre paroi abdominale, est censée être comme ceci, fermée. Je vais vous mettre l'autre à côté pour que vous regardiez bien la différence. En fait, je suis un peu déçue parce que je me l'imaginais mieux que ça. Mon illustration. Vous voyez la différence? Là, actuellement, c'est comme ça. C'est censé être comme ça, bien fermé. Vous voyez? La différence, elle est là, au milieu, l'écart. Donc, encore une fois, le petit point, c'est le nombril. Le petit point, on le retrouve ici, très discrètement. Mais la paroi du milieu est resserrée. Alors, je pense que vous l'avez déjà vu. Ce qui est représenté ici, qu'est-ce que c'est? C'est un fil et une aiguille. Le seul moyen de resserrer les abdominaux entre eux, ça va être de recoudre la paroi abdominale. C'est ce qu'on appelle un fameux diastasis. Et donc, moi je vais devoir, la semaine prochaine, je continue de toute façon faire une batterie d'examen, je vais devoir faire un scanner abdominal, donc pour regarder donc, une fameuse, à la recherche d'une éventuelle hernie, et pour constater s'il y a un diastasis. Sauf que moi, encore une fois, comme je vous l'expliquais, attendez, je redresse un tout petit peu. Coucou. Sauf que moi, comme je vous l'expliquais, vu mes antécédents de grossesse, une gemellaire en général, c'est quasiment sûr à 99% que je vais avoir un diastasis. Parce que c'est normal, ça fait partie des petits bobos, des désagréments, des grossesses gemellaires. Donc le seul moyen de resserrer mes abdominaux, ça va être de coudre mes abdominaux pour les resserrer. Un peu comme une couture, hein, effectivement, un petit trou que vous devez réparer dans un tissu pour resserrer. Donc c'est un peu technique, c'est un peu barbare, mais voilà. Et alors pour ce faire, comment ils vont faire ça? Donc je retire mes petits papiers. Avant d'attaquer les abdominaux, bien évidemment, il va falloir ouvrir
Ils font pas ça par-dessus la peau, forcément. Alors, pour vous expliquer un petit peu, ils vont ouvrir ma peau. Mais avant d'ouvrir, je suis en train d'expliquer, il y a tellement de détails techniques. Voilà comment ça va se passer. Avant d'ouvrir, ils vont procéder à ce qu'on appelle une liposuction. Alors, c'est pas forcément fait dans chacune des abdominoplasties. Moi, je vais en avoir une parce que comme je vous l'ai plus ou moins illustré, moi j'ai un surplus de peau sur les hanches et j'ai toujours eu les hanches flottantes, donc un dépôt de masse graisseuse. Vous voyez les Big Mac, etc. Tout ce qui est pas bon, bah, ça se pose là. Bon, comme tout le monde. Hein. Et puis ça dépend aussi de la morphologie des gens. Mais moi qui ai toujours eu des hanches flottantes, forcément, mon gras et mon surplus de peau se déposent là. Donc, quand il y a liposuction, mais encore une fois je le précise, c'est pas nécessaire dans tous les cas, vous pouvez avoir une abdominoplastie seule. Moi ce sera une abdominoplastie plus liposuction et donc plus diastasis. Je suis gâtée. Pour ceux et celles qui éventuellement sont déjà passés par là, j'en profite. J'aimerais beaucoup avoir vos commentaires et vos témoignages parce que je vous avoue que je stresse un petit peu au fur et à mesure. J'appréhende. Donc j'aimerais bien avoir vos avis, vos commentaires. Et est-ce que vous avez exactement eu la même chose que moi, c'est-à-dire abdos plus lipo plus diastasis, pour me faire un petit ressenti. Donc quand il y a liposuction comme moi, alors, je suis désolée parce que je suis pas forcément toujours à l'échelle, vous allez comprendre. J'ai fait mes petits dessins comme je pouvais, mais je ne suis pas forcément toujours à l'échelle. Donc là on est toujours sur le même, toujours de version profil, hein, ça change pas. Et puis donc là on est toujours de face, hein, avec bref toujours les petits plis, le nombril, et en fait sur les flancs, donc au niveau des hanches, là on voit la grosse seringue, la grosse canule avec le tuyau et le réservoir. Ils vont m'aspirer comme un gros aspirateur à tube. Ils vont aspirer tout le gras. Encore une fois, c'est pas très glamour, donc c'est mieux dessiné. C'est un peu dégueu, hein, ça sera que du gras, de la matière jaunâtre. Ils vont aspirer le gras pour enlever sur les côtés et un peu sur le ventre. Ça, malheureusement, c'est ce qui provoque beaucoup de bleu. Quand vous voyez des gens qui se font opérer d'une liposuction, c'est en fait le geste manuel du chirurgien et d'aspiration et du raclage qui se fait, qui en fait provoque des gros hématomes. Et que je vous explique un petit peu. Je vais enlever ma paroi parce qu'en fait elle est... pas ma paroi, mon support, parce que c'est plus gênant que ça. Donc voilà, ici de profil, comment ça va se passer. De profil, en fait, donc on voit la partie pendante du ventre. Et en fait, ça ici, c'est un zoom de ce qui se passe dans le ventre, en fait, pour dissocier où ils vont attaquer. Entre guillemets. Donc là, vous avez bien évidemment que je me trompe pas, les organes, ici, l'intestin, etc. Là, vous avez au bord la peau, d'accord? Et donc ici, les muscles abdominaux, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous avez juste en dessous de la peau, ici, c'est la graisse. La graisse qui va être aspirée en liposuction. Donc, soit vous pouvez l'éliminer via un rééquilibrage alimentaire ou un régime, d'accord, soit via une liposuction. Et vous avez exactement la même graisse. Alors, il y a des termes techniques que je n'ai pas repris parce qu'encore une fois, c'est très bien expliqué dans la vidéo en tant que me croque. Et c'est surtout pour faire un peu plus résumé. Ma vidéo commence déjà encore une fois à être très longue, donc c'est surtout pour vous expliquer. Mais voilà, il y a encore une fois de la graisse en dessous des muscles et au-dessus des organes, mais là cette fois-ci c'est une zone non atteignable chirurgicalement. Donc ça, pour réduire la zone graisseuse ici, c'est uniquement via une réadaptation alimentaire ou en régime fait avec un professionnel, d'accord. Donc encore une fois, quand vous voyez de profil, la seule zone qu'on va attaquer en liposuction, c'est celle au-dessus du muscle. Et on va liposucer avant de soulever la peau. Oui, parce que ça va être le terme, on va soulever ma peau.
pour aller faire ceci. D'accord? Souvenez-vous. Donc on commence par ça. L'opération va commencer par la liposuction. Une fois que c'est liposucé, qu'est-ce qui va se passer? Et alors là, je vais jouer à Meredith Grey de Grey's Anatomy. Je vais jouer au docteur. Voici ce qui se passe. Je reprends mon petit truc. C'est pas très bien fait, mais c'est pour vous montrer l'idée. Donc ça, c'est un ventre distendu. D'accord? Comment dire, le papier froissé, le papier plié représente le tablier, les bourrelets, le fameux tablier, enfin bref, tout ce qui ne va pas. Vous voyez, donc ça peut, encore une fois, selon la perte de poids que vous avez eue, ça peut être très long, très impressionnant. D'accord? Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer de le faire comme ça va être, je pense, une catastrophe. Donc, ils vont en fait, alors comment expliquer ça? Ils vont en fait, eh bien, ouvrir le ventre. Alors entre donc l'ombilic, le nombril et le pubis, ils vont faire une incision. Donc ici, voilà, ils vont bien marquer. C'est pour ça qu'avant une opération, les marquages parfois peuvent prendre un peu de temps parce que c'est très important. C'est le dessin du chirurgien. Il va se fier après par rapport à ses dessins. Donc il ouvre à peu près ici, à cette hauteur, le plus bas possible puisque ça va être ensuite la cicatrice. Donc en général, on se situe sur le pubis, c'est ce qu'ils appellent le sourire. La cicatrice est un peu plus importante que pour une césarienne. Je n'ai pas eu de césarienne, mais pour celles qui ont une césarienne et qui se posent la question, c'est une césarienne qui va à peu près jusqu'aux hanches, devant les hanches, et qui fait un peu une courbe, un peu comme un sourire. Donc elle est un peu plus grande et importante qu'une césarienne, mais selon le travail du chirurgien, ils la font la plus basse possible. Donc ils la font là. Et en fait, tout le surplus de peau, il le tire. Donc cette procédure-là, il tire. Je fais le petit découpage. C'est dommage, j'aurais voulu tenir le papier en même temps, mais ça risque d'être assez compliqué. Ça va pas être droit. Tac. Alors, un peu à l'image de ce bout de papier qui va tomber, ça c'est le surplus de graisse qui vont se débarrasser. Et donc voilà, maintenant que la graisse est enlevée, alors vous voyez, j'ai mal coupé, j'ai coupé trop court. Je vais juste descendre un petit peu. Voilà. Voilà, en gros, ça va donner ça. Encore une fois, je ne suis pas à l'échelle. Mais donc cette partie-là, c'est ce qui était au-dessus du nombril. Et elle va se retrouver au niveau du pubis. Et l'idée ensuite, donc je résume, je suis désolée hein, si c'est pas très bien fait, pas très clair. Tout ce qui est, donc là c'est le nombril, tout ce qu'il y a en dessous du nombril, ils vont l'enlever. Et tout ce qu'il y a au-dessus du nombril, ils vont tirer la peau jusqu'en bas du pubis. D'accord? Ils vont traiter. Et ils vont reconstituer le nombril. C'est-à-dire que donc, hop, voilà, petit trou. Ils vont reconstituer ce qu'ils appellent le fût ombilical, c'est-à-dire le nombril. Donc le petit trou représente le nombril. Ils ont tiré, donc ils tirent la peau encore une fois, la partie haute au-dessus du nombril, la peau, et ils la tirent jusqu'en bas et ils vont reconstituer le nombril. Voilà, c'est-à-dire que votre nombril qui était situé à peu près ici se retrouve en bas. Voilà pourquoi la cicatrice est assez importante et pourquoi après, durant l'opération, enfin la cicatrisation dure à peu près 2 à 3 semaines où on ne peut pas trop rester debout très droite, on est un petit peu penché. Quand on est au lit, il faut être légèrement en position assise pour éviter de tirer sur la cicatrice, puisque comme la peau a été tirée de manière forcée,
forcément il faut le temps que la cicatrice se referme. Pour cette première technique. Et donc ensuite, une fois que ils ont donc liposucé, découpé la peau, donc bien évidemment la fameuse peau qu'ils ont coupée et étirée, ils font d'abord, entre-temps, ils font cette procédure-là, c'est-à-dire quand il y a diastasis, encore une fois ce qui n'est pas le cas tout le temps, quand il y a diastasis, pardon, il resserre les abdominaux. Et une fois que les abdominaux sont resserrés, il tire la peau, il la coupe et ensuite il la ferme. Pour donner ceci. Donc la peau a été tirée. Ici, c'est la couture avec le petit filet d'aiguille. La cicatrice. Donc là, la cicatrice, elle est alors je l'ai fait droite, elle n'est pas en fameux sourire, hein, parce qu'encore une fois, j'ai pas bien dessiné. Moi, je suis plus du Picasso. Mais voilà, en gros, la cicatrice se situe là. À chaque fois, la promesse des chirurgiens et l'importance, c'est qu'elle soit la plus discrète possible et la plus basse, pour qu'elle tombe vraiment au niveau du pubis, comme ça, elle est cachée par un sous-vêtement. C'est pas... elle va être là, c'est ça entre guillemets le prix à payer, c'est qu'il y a une cicatrice plus importante que pour une césarienne, mais le but du jeu c'est de la faire la plus discrète, la plus propre et la plus basse possible. Et encore une fois, selon les techniques des chirurgiens, ils ont tous leur savoir-faire, et selon leur finesse, leur travail, parfois j'ai déjà vu des résultats, la cicatrice on ne voit rien du tout, elle est de la même couleur que la peau, enfin elle est géniale, on ne voit rien du tout. Et donc il y aura, alors en fait il y a deux petites cicatrices, forcément la numéro 1 c'est le fameux sourire, c'est-à-dire c'est la peau qui est rattachée, et la deuxième se situe au niveau du nombril puisqu'ils ont reconstitué le nombril, ils ont repercé un trou dans la peau. Mais ça c'est pas une cicatrice qui reste, ça c'est post-opératoire, elle sera là, mais après on ne la verra plus. Parfois il se peut qu'il y en ait même une troisième, alors juste ici, à ce niveau-là, parce que quand la peau, encore une fois comme je vous l'expliquais, selon les cas, quand la peau ici en bas, en dessous du nombril n'est pas assez tombante, n'est pas assez importante, ils peuvent pas trop tirer, il faut bien de la marge, il faut bien du mou, sans mauvais jeu de mots, il faut bien du mou, mais s'il n'y a pas assez de mou, ils sont obligés de garder une partie du premier nombril, du nombril original, et dans ces cas-là, il y a une troisième petite cicatrice ici, mais qui n'est pas trop visible, pas trop importante non plus. Donc voilà pour cette partie. Et le but final, ça va être d'avoir ce que j'espère, ceci. Dans mes rêves les plus fous. Tadam! Ça va être d'avoir donc un joli corps ici avec une taille de guêpe affinée, des hanches affinées et un ventre plat, sans plis, sans vergeture. Parce que forcément, en liposuçant, en refermant les abdominaux et en étirant la peau, on enlève les formes disgracieuses, et en étirant la peau, ça étire au maximum les vergetures. Encore une fois, la condition est que les vergetures doivent être surtout situées, donc vous l'avez bien compris, dans le bas du ventre. Si vous avez beaucoup de vergetures au-dessus du nombril, forcément vous en aurez moins parce qu'on étire, mais elles seront un petit peu existantes, mais cette fois-ci elles seront déplacées, positionnées sur le bas. Moi, dans mon propre cas, j'ai de la chance puisque mes vergetures sont surtout situées en bas du nombril. J'en ai eu un tout petit peu grâce à mes fils au-dessus du nombril, mais en principe, elles ne sont pas trop marquées et j'aurai la chance en principe qu'elles soient situées tout en bas dans la culotte. Voilà pour l'explication de l'opération. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup de préparation en amont puis en aval. Parce que donc pour faire tout ça, pour savoir si j'ai ce fameux diastasis, dont je suis quasiment certaine, mais c'est vraiment pour confirmer, je dois faire donc une radio de l'abdomen,
du ventre. Je dois faire des prises de sang pour voir si je n'ai pas de carence éventuelle en fer ou autre, parce que je vais forcément perdre pas mal de sang pendant l'opération, donc voir si je dois pas faire un traitement éventuel auparavant, si je n'ai pas de soucis médicaux, etc. Je dois bien évidemment faire un test PCR, donc ça je dois le faire à la dernière minute, je dirais 24 heures à 48 heures avant, pour éventuellement détecter si je ne suis pas positive au Covid, mais en étant sans symptômes. J'ai rendez-vous également chez l'anesthésiste pour préparer l'opération, pour qu'il me demande si je n'ai pas d'allergie, si je n'ai pas d'antécédents médicaux, etc., etc., et à qui je pourrais éventuellement poser des questions. Je dois aller également chercher une gaine abdominale. Alors attention à ne pas confondre avec une gaine sous-vêtement de lingerie qui n'a rien à voir. On peut acheter en magasin des gaines pour légèrement aplatir, affiner la silhouette, aplatir le ventre. J'en ai, donc je sais ce que c'est. Mais pour aplatir le ventre, pour avoir une jolie silhouette quand vous portez un vêtement moulant. Ou vous avez, il n'y a pas si longtemps, on m'a fait remarquer une comparaison avec une ceinture des lombaires pour une grossesse. Ça n'a rien à voir non plus. Là, c'est vraiment une gaine qui va il fait jusqu'en dessous de ma poitrine, parfois avec des bretelles pour soutenir. Et il y a même des modèles qui arrivent, c'est un peu comme une combinaison plongée qui arrive jusqu'au mollet. En fait, c'est un espèce de pantalon que je dois enfiler et qui va me serrer très fortement. Parce que, comme vous l'avez vu, donc on a décollé la peau pour la tirer. Le but, c'est de replacer la peau sur la paroi pour qu'elle se recolle. C'est un collage en fait. La gaine va tellement me serrer qu'elle va parfois me couper le souffle, mais elle va tellement me serrer que c'est pour que les fibres de la chair se rattachent à la peau et reprennent place. Et ça, c'est une gaine que je vais devoir garder pendant 6 semaines après mon opération, jour et nuit. Pour justement que tout se recolle correctement, tout se place bien, et pour que justement toute ma peau se repositionne bien. C'est un peu comme un collant en fait, hein, qu'on positionne bien. Si je ne mets pas cette gaine, ma peau va mal se rattacher, mal se remettre, et le résultat sera désastreux. Donc je vais rester hospitalisée pendant 2 jours, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, ça va dépendre de ma réaction post-opératoire. Et je vais devoir rester, alors pas alité, mais en soft, on va dire, pendant 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire que bon, déjà les premiers jours, je vais pas pouvoir bouger parce qu'il y aura très certainement la douleur de la cicatrice. Quoique apparemment ça va, d'après ce que je vois dans les commentaires, dans les témoignages, c'est tout à fait supportable. Mais je vais devoir au moins rester plusieurs jours alité, le temps de me remettre, et pour pas forcer ni sur ma cicatrice ni sur mes abdominaux, parce que je dois les laisser se cicatriser. Alors bien évidemment, la couture qui va être faite sur mes abdominaux va être on ne pourra pas y accéder, hein, ils vont la laisser telle quelle, donc je pense que ce sera des fils résorbables. Et les fils extérieurs, par contre, je ne le sais pas encore. C'est encore des questions que je dois poser. Par contre, je sais que tous les jours, voire tous les 2 jours, je vais avoir des soins infirmiers à la maison, à domicile. Je vais devoir retourner au cabinet de mon chirurgien pour qu'il soigne et qu'il constate les résultats. Et donc pendant au moins 15 jours, 3 semaines, au bout de quelques jours, je vais pouvoir me relever et me déplacer. Il y en a, je sais, qui conduisent, reprendre une vie normale, sauf ne pas solliciter mes muscles, donc ne pas porter de lourd, donc pas pouvoir gérer mes enfants. Heureusement pour moi, dans ma région et à la date à laquelle je vais me faire opérer, on ne sera pas encore en période de vacances scolaires, donc mon mari n'aura que à gérer de déposer et d'aller rechercher les enfants matin et soir, mais sinon toute la journée entre guillemets on sera tranquille. Et puis on a la chance tous les deux d'être à la fois la chance, c'est-à-dire d'être à notre compte, donc nous travaillons à la maison, et qu'en ce moment malheureusement l'activité n'est pas géniale, c'est très calme, donc c'est vraiment la période idéale pour moi de pouvoir faire mon opération, parce que
tous les voyants sont au vert pour que je puisse la faire. C'est vrai que donc moi je n'ai pas d'arrêt de maladie à prévoir. Par contre, pour les salariés en entreprise ou autre, il y a un arrêt maladie d'au moins entre 15 jours et un mois à prévoir avec son employeur. Parce qu'au-delà d'un mois, la cicatrisation est faite et ça va mieux. C'est parce qu'après vous portez la gaine, mais voilà, il y a au moins 3 semaines, une moyenne de 3 semaines où il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de travail parce que vous devez éviter les gestes brusques et de porter du lourd. Et même si vous êtes assis toute la journée, il y a certaines positions à garder pour une cicatrisation en bonne et due forme. Voilà, puis vous remettre aussi l'opération qui est assez lourde, qui est fatigante, je le rappelle, qui est bien évidemment faite en anesthésie générale. Donc voilà comment ça va se passer. Donc là, moi, au stade où j'en suis, je n'ai pas encore fait ma radio, je n'ai pas encore eu mon anesthésiste. Là, pour l'instant, tout ce que je fais, c'est... Là, je suis surtout sur la partie administrative, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je suis dans le terme PEC, c'est-à-dire prise en charge par la sécurité sociale. Alors j'ai un peu l'envers du décor, hein, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est toute une démarche très laborieuse pour être prise en charge par la sécurité sociale, et en fait, il n'y a pas beaucoup de remboursement, en tout cas de prise en charge de leur part. Bien évidemment, votre mutuelle, si vous en avez une, prend le restant à charge, mais en fait, tout dépend bien évidemment de votre couverture avec votre mutuelle, et tout dépend également des honoraires du chirurgien et des honoraires de l'anesthésiste. Ça dépend s'ils ils font partie d'un organisme. Apparemment, mon chirurgien est un chirurgien indépendant, donc ses honoraires sont un peu plus élevés. Tout dépend aussi si vous vous faites opérer dans une clinique privée ou dans un hôpital donc public. Bien évidemment, en clinique c'est toujours un peu plus élevé, mais bon, il y a des avantages et des inconvénients comme partout. Tout dépend aussi de si vous voulez être en chambre individuelle ou partagée, etc., etc. Enfin, après voilà, il y a tous des détails de confort que là vous pouvez voir avec votre mutuelle. Et je l'ai appris, je ne le savais pas, mais apparemment donc le devis du chirurgien est susceptible d'être. C'est pour ça que je vous expliquais que je pense que mon opération va faire le sujet de au moins 2 ou 3 vidéos pour que je vous explique que je pense que je vais vous la composer en avant, pendant et après. Alors je vous rassure, je ne vais pas faire une vidéo en vlog où on va me voir en train de me faire opérer. Mais je pense que je vous ferai une petite vidéo explicative où je vous donnerai des nouvelles quelques jours avant mon opération, et pour que vous voyez un petit peu le mood du moment, dans quel état je me trouve. Parce que là, je vous cache pas que j'en rigole, mais l'appréhension monte. Je suis pas... Enfin, c'est pas que je crains forcément la douleur, hein, parce que je suis pas... j'ai un niveau de sensibilité à la douleur plutôt correct. C'est l'appréhension. Ça reste une opération lourde, on va m'ouvrir le ventre. Même mon mari a été choqué, pourtant lui il adore les films d'horreur, il regarde des trucs très très gore. Et l'autre jour, quand il a vu la vidéo sur YouTube que je vous mentionnais, il m'a dit ah ouais quand même, mais c'est dégueulasse. Et en fait il a été choqué. Il m'a dit mais attends, tu vas subir ça. Mais tu t'attendais à quoi, que je vais faire une partie de ping-pong? Voilà. Voilà pour la première partie explicative donc de l'opération que je vais subir, qui est donc une abdominoplastie. Vraiment, si vous avez vécu ce genre d'opération, je vous invite, s'il vous plaît, à témoigner, à m'expliquer comment vous l'avez vécu, que ce soit en bien ou en mal. Hein. Ça me fait pas trop peur d'avoir des mauvais retours, parce que justement, je préfère savoir à quoi m'attendre. Et surtout, si vous avez des conseils à me donner, par exemple sur le choix de la gaine, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de modèles de gaine par la suite, et toutes ne se valent pas. Donc si vous avez des conseils à me donner, franchement je suis preneuse. Si vous avez des conseils à me donner pour le séjour à l'hôpital, est-ce qu'il y a des choses à prendre, à ne pas prendre, à faire, à ne pas faire, sachant qu'en plus moi je vais bien avoir le temps de ruminer, parce que je rentre le matin et je me fais opérer qu'en début d'après-midi, donc le temps d'attente va être long. Et puis si vous envisagez de faire ce genre d'opération, mais que vous osez pas, ou vous hésitez, vous avez un doute, mais écoutez, si je peux vous aider ou vous renseigner, ça sera fait avec plaisir.
En tout cas, je vous parlerai de ce que je sais et de ce qu'on m'a expliqué. Et puis, du coup, je vous invite aussi, c'est à vous inscrire sur les groupes Facebook. Je ne suis pas, encore une fois, je le précise, sollicitée à vous abonner à cette page, mais moi, c'est une amie qui me l'a recommandé, je me suis inscrite dessus, et c'est un groupe bienveillant, avec beaucoup de gentillesse et de sympathie, et j'ai été très contente de découvrir qu'il y a beaucoup de personnes de ma région, de ma ville, et même parfois qui vont passer par le même chirurgien que moi, avec qui je peux partager, témoigner, et ça m'étonnerait pas que peu importe de la région où vous êtes, vous trouviez des personnes en commun et avec qui vous pourrez échanger. Et du coup, j'essaierai de vous montrer donc de manière un peu plus mieux illustrée que ce que j'ai fait là. Donc la fameuse vidéo de mon doc me croque qui était très bien faite. Et puis je vous invite aussi, si vous n'êtes pas trop sensible, à aller voir les vidéos de l'opération sur YouTube qui sont très bien expliquées, qui sont un peu plus gore mais qui sont très très sympas. Pour ma part, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée, les déclencheurs ne sont pas tip top. Je voyais ça mieux fait, pour tout vous avouer. Je vous avoue qu'en fait j'ai été bloquée à cause de mon support. Je pensais avoir un petit peu plus de recul et de mieux vous présenter ça. C'est peut-être moi, j'ai peut-être mal cadré ma vidéo. Mais du coup, j'aurais voulu faire avec un peu plus de déclencheur papier. C'est ça en fait que je trouvais sympa comme idée. C'était d'avoir de la manipulation papier en déclencheur tout en vous illustrant, vous expliquant ma vidéo. En tout cas, j'espère que ça aura fait un petit peu effet quand même et que vous aurez compris un petit peu les étapes. Si ça vous a plu, écoutez, je vous invite à mettre un j'aime pour m'encourager. Si ça ne vous a pas plu, vous pouvez mettre un je n'aime pas, ce que je comprends tout à fait. Me laisser des petits commentaires pour m'aider à m'améliorer dans ce qui va pas ou m'encourager dans ce qui va. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous souhaite bienvenue sur ma page, sur mon profil, et je vous invite à vous abonner pour suivre mes prochaines aventures